Bonjour à tous. Nous continuons notre programme sur les figures d'église prix Nobel de la paix organisé par Pax Christi France pour mettre à l'honneur notre église et les hommes et les femmes d'église qui ont reçu cette belle récompense mondiale. Aujourd'hui, nous allons aller sur le continent africain et découvrir la belle figure de Desmond Tutu, né en 1931 et mort récemment le 26 décembre 2021, hein, avec des obsèques nationales en Afrique du Sud. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1984 pour son engagement notamment dans la lutte anti-apartheid et très marqué par ces notions de réconciliation et de pardon. On va en parler avec notre invitée, Marianne Séverin, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez en quelques mots vous présenter et nous expliquer qui était Desmond Tutu? Alors, je suis chercheuse associée au laboratoire scientifique de Sciences Po Bordeaux, les Afriques dans le monde, donc plus connu sous le nom de l'ELAM. Je suis l'experte Afrique du Sud. Ça fait bientôt 30 ans que je travaille sur ce pays, donc j'étais très jeune quand j'ai commencé à travailler sur le contexte politique sud-africain et on va dire que j'ai grandi avec l'Afrique du Sud. J'ai été extrêmement influencée par l'Afrique du Sud en termes de tolérance et de ce qu'on va ouvrir tout à l'heure, Ubuntu, qui est ma philosophie préférée. Que j'essaye d'appliquer dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, ce qui n'est pas toujours très simple. Et je suis également à la tête d'une association qui n'est pas en Afrique du Sud, mais qui est au Cameroun. Et j'écris donc sur le leadership des femmes en Afrique, mais également des autres personnes vulnérables, dont le droit des personnes en situation de handicap. Alors actuellement, je suis très férue de ce qui touche aux droits de l'homme. Et d'ailleurs, l'Afrique du Sud s'y prête. C'est pas par hasard si j'ai commencé à travailler sur l'Afrique du Sud. Ne supportant pas tout ce qui touche à l'intolérance, je crois que c'est un petit peu normal que je me retrouve à travailler sur ce pays. Donc l'histoire assez particulière de ce pays en termes d'apartheid, de lutte contre l'apartheid et maintenant la lutte contre toute injustice sociale, économique et encore le racisme, l'homophobie. Et finalement, je me retrouve à être en ligne droite avec ce que je disais, la philosophie d'Ubuntu qui a été développée et on peut dire qui a été et encore rappelé régulièrement quand on parle de Nelson Mandela et Desmond Tutu. Et il s'avère qu'en travaillant sur les droits de l'homme, je suis férue de lutte contre la corruption et les flux financiers illicites, puisque beaucoup de collègues et moi-même considérons que la corruption est un mot en Afrique et surtout une violation contre les droits humains. Alors, les droits humains, c'est sûr qu'on va en parler avec le parcours de Desmond Tutu, hein, qui est connu mondialement comme une icône de résilience. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu peut-être de son rôle dans la lutte contre l'apartheid? On a parlé beaucoup de Nelson Mandela, mais c'est vrai que derrière chaque grand homme, il y a toujours d'autres hommes, et notamment cette figure de foi aussi qui a accompagné Nelson Mandela. Alors, racontez-nous un petit peu son rôle. Alors, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il est né en 1931. Alors, j'insiste souvent quand je parle de personnalités sud-africaines qui ont mené la lutte anti-apartheid pour bien faire comprendre qu'en fait, ce sont des hommes et des femmes qui ont été à la fois influencés par le contexte dans lequel ils ont vécu, mais qui ont aussi influencé finalement l'Afrique du Sud durant l'apartheid et l'Afrique du Sud post-apartheid. Alors, Desmond Tutu, il est né 17 ans avant l'arrivée du Parti national au pouvoir. Donc, ce Parti national n'a fait que finalement construire, légiférer sur l'apartheid. Alors, pour résumer, l'apartheid, c'est en gros, on divise la population sud-africaine en 4 groupes. Les Blancs,
Alors, je mets des guillemets parce que on peut trouver ça un peu particulier que j'utilise certains termes. Alors, quand je les utilise, c'est pas par racisme, c'est en tenant compte du contexte sud-africain, qui est complètement différent du contexte français. Donc, je disais, donc les meilleurs, ceux qui ont tout, les privilèges économiques et sociaux, ils peuvent se déplacer comme ils veulent, enfin, ils pouvaient se déplacer comme ils voulaient, ils ont des droits politiques, des droits économiques, sociaux, enfin, bref, on considère que c'est une minorité qui, finalement, dirige la majorité des non-blancs, dont ce qu'on appelle les métis, ou plus exactement les colottes, qui vivent au Cap, les Indiens qui sont des descendants de personnes qui venaient d'Inde. Et il y a une grande figure finalement de la lutte contre la colonisation, Mahatma Gandhi, qui a fait ses premiers pas en politique en Afrique du Sud avant de retourner en Inde. Et puis, la grande majorité de la population sud-africaine, ben, les Africains, groupe auquel Desmond Tutu appartient. Alors, il s'avère qu'à 17 ans après, et même un peu plus jeune, finalement, en tant que noir, il va être également discriminé. Parce que quand on parle d'icônes de la lutte anti-apartheid, il faut comprendre que ces personnes, avant d'être des icônes, ont été des victimes du régime d'apartheid. Donc, en tant que noirs, ne pouvant pas avoir de droits politiques, à partir de 1948-50, plus de droits politiques, ne pouvant pas faire le métier qu'ils veulent. Et quand, par exemple, dans le cas de Tutu, en étant enseignant, il va être confronté à la discrimination dans l'éducation. On peut imaginer ce qui se passe. On est dans un pays où, normalement, tous les enfants devraient avoir les mêmes droits en termes d'éducation. Ben, à l'époque de l'apartheid, tous les enfants n'ont pas les mêmes droits. En fonction de votre couleur de peau ou de votre ethnie, mais on va dire plutôt couleur de peau, on se retrouve à avoir une bonne éducation, du primaire jusqu'au secondaire, et ne parlons pas de ce qui se passe à l'université. Et finalement, quand on est indien, ça commence à diminuer, on ne peut pas aller dans les écoles blanches, dites blanches. Quand on est colored, c'est encore pire. Alors, quand on est africain, tout ce qu'on peut nous apprendre, c'est apprendre à compter compter et lire. Et puis, bon, finalement, aller travailler dans les mines, aller être une nanny, être finalement une simple infirmière ou un policier. Mais imaginez être avocat ou autre, ou avoir un grand... C'est inimaginable en Afrique du Sud. Et lorsqu'on interroge toutes les personnalités qui ont vécu cette époque, et même des anonymes, tous expliquent ce qu'est l'apartheid. Donc, finalement, dès sa naissance et dès son entrée à l'école, on est discriminé. Et Desmond Tutu, en fait, va se retrouver dans cette situation, et lorsqu'il va faire le choix d'être enseignant, il va être frustré, comme beaucoup de professeurs en Afrique du Sud, des professeurs, des enseignants africains, ils vont finalement avoir moins de moyens que leurs collègues blancs. Ils vont devoir enseigner à des classes surchargées. C'est peut-être aussi l'une des raisons pour laquelle il est parti de l'enseignement. Et sa foi a fait que il s'est dirigé vers une formation en théologie, ce qui l'a amené à être le premier noir révérend du Cap et de Johannesburg. Donc, à chaque fois, on entend premier noir. Donc, ce sont des exceptions qui, entre guillemets, confirment la règle à cette époque. Oui, il avait un sens profond de la justice déjà, qui allait se révéler au fur et à mesure. Moi, j'avais trouvé une citation très belle, notamment quand il y a eu les premières élections libres en Afrique du Sud. Alors, c'était vraiment un événement très fort où il mettait: «Nos premières élections se sont révélées être un événement profondément spirituel, une expérience religieuse de transfiguration». Et il dit justement: «Nous avions remporté une victoire sensationnelle sur l'injustice, l'oppression et le mal». Donc on sent qu'il l'avait lui-même, expérimenté comme vous disiez. Enfin, c'est très fort. Exactement. Et même moi, alors j'étais pas
à l'époque, quand j'ai commencé à travailler sur l'Afrique du Sud, alors j'avoue que j'étais pas très encline à travailler sur ce pays, on peut comprendre pourquoi, puisque faire de la recherche sur un pays tel que l'Afrique du Sud, ça amène à se questionner et donner sa propre identité. Et la première fois qu'on m'a demandé de travailler sur l'Afrique du Sud, au début, j'ai dit non et je ne regrette pas. Et finalement, cette spiritualité, quand on travaille sur ce pays, même quand on est chercheur et qu'on est censé être, entre guillemets, neutre, on la sent. Et je l'ai senti en interviewant beaucoup d'icônes et peut-être des personnes qu'on connaît moins qui ont mené la lutte anti-apartheid, des personnes très spirituelles. La question que je leur posais toujours, c'est comment, pendant toutes leurs années, et je pense que si j'avais l'occasion de discuter avec le révérend Desmond Tutu, il m'aurait répondu exactement la même chose. Comment on peut vivre dans un pays où tous les jours on est discriminé et continuer le combat sans être découragé, sachant que sa famille, des membres de sa famille est en prison, sachant qu'on n'a aucun droit politique, et avoir cette foi et se dire qu'un jour ça ira mieux. Et beaucoup d'entre eux m'ont dit, en fait, c'est leur religion, mais ça peut être les chrétiens comme les musulmans. On m'a souvent parlé de la religion et en fait, la religion a été aussi un socle qui a permis à ces personnalités politiques ou non et religieuses de mener la lutte anti-apartheid. Alors qu'a priori, un religieux n'est pas censé, entre guillemets, faire de la politique, mais par extension, à partir du moment où on dénonçait la lutte l'apartheid, ces religieux faisaient de la politique et risquaient de se retrouver en prison. Oui, alors c'est là qu'on va pouvoir parler peut-être un petit peu de la figure spirituelle qu'il était, parce que effectivement, il est attentif aux réalités qu'il voit tous les jours et le vit à travers sa foi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu peut-être de son parcours de religieux en tant que tel pour qu'on se situe? Et ensuite, on passera bien sûr à l'Ubuntu. Qu'est-ce qui faisait qu'est-ce qui a mené en fait son combat spirituel aussi? Alors, sans entrer dans les détails de ce qu'il a fait en tant que religieux, j'aimerais axer cette analyse sur une théologie très particulière dont il est le maître d'œuvre, on va dire. C'est la théologie noire en Afrique du Sud. Quand on remet les dans leur contexte, donc contexte de lutte contre l'apartheid, contexte de victimisation dans le sens où on est discriminé tous les jours, on a une inadéquation entre ce qui est écrit dans la Bible et ce qui est pratiqué à l'époque en Afrique du Sud. Lorsqu'on écoutait ou qu'on écoute encore, soit dit en passant, les Blancs et particulièrement les Afrikaners qui vous disent qu'ils sont très spiritueux, les églises qui expliquent que finalement c'est Dieu qui a amené les bourgs en Afrique du Sud. D'ailleurs, il dit que quand les descendants d'Hollandais sont arrivés en Afrique du Sud, c'est arrivé avec le fusil et la Bible. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et en fait, pour prendre prétexte de la Bible, de sa foi, pour assujettir, pour finalement développer tout un système basé sur la discrimination en considérant que sous prétexte qu'on n'a pas la même couleur de peau, sous prétexte qu'on finalement on est de telle ou telle ethnie, et dire qu'on croit en Dieu, je pense qu'il y a quelque chose de foncièrement malhonnête, spirituellement parlant. Et finalement, c'est ce qu'a voulu démontrer Desmond Tutu en appliquant sa spiritualité dans le contexte sud-africain et particulièrement en ce qui concerne les Noirs sud-africains. On ne peut pas parler de Dieu tout en discriminant. Enfin, selon moi, c'est quelque chose d'antinomique. Et c'est ce que je voudrais, outre son parcours, les dates,
C'est pas ça, en Oui, bien sûr. fait, qui est intéressant, entre guillemets. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui a amené cet homme à prendre la spiritualité, la religion, au sens noble du terme, de manière universelle et finalement transformer tout ça dans une spiritualité africaine Mhm. pour aboutir à ce qu'on connaît et ce dont on va parler, Ubuntu. Euh, et Parlons-en de c'est, l'Ubuntu. Qu'est-ce voilà, que c'est? c'est, alors, moi, quand j'ai Ubuntu, je pense systématiquement à respect des droits de l'homme. Voir celui qui est en face de moi ou celle qui est en face de moi, au-delà de son identité dite raciale, de son identité ethnique, du fait que ça soit une personne en situation de handicap ou autre, c'est un être humain d'abord. Les différences, alors je ne dis pas qu'il faut les effacer, c'est pas possible, on est tous différents. Mais on doit voir l'autre comme on aimerait être vu, Mhm. l'être humain. Et c'est ça le cœur de Ubuntu. Mhm. C'est essayer de faire en sorte, et comme je disais, dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle, de voir l'autre avec un regard compatissant, un regard d'amour. C'est ça Ubuntu. C'est Mhm. le respect des droits de l'homme, c'est le respect de la justice économique et sociale, c'est le respect de l'autre. Et ça ne s'applique pas qu'en Afrique du Sud, ça doit s'appliquer partout. Mhm. En France, on va nous parler très souvent du respect des droits de l'homme. Mais je trouve que quand on utilise le terme Ubuntu, alors comme je l'ai dit, je suis très influencée par l'Afrique du Sud et par mes collègues sud-africains. Mais quand j'entends Ubuntu, ça me parle beaucoup plus que quand j'entends droits de l'homme. Mhm. Ça a une connotation, alors pas exotique du tout, mais moi qui travaille depuis presque 30 ans sur ce pays, ça a plus de force que droits de l'homme, tout simplement. Mhm. Bah, Et le cœur même de la tradition africaine. on sent que c'est le concept aussi d'humanité universelle. Enfin, cette phrase «je suis humain parce que j'ai ma place», c'est aussi contre la loi du plus fort, de dire que chacun a sa place et contribue. Et il y a une grande notion de partage aussi dans cette notion africaine aussi. On sent qu'il y a ce sens Voilà, du collectif très fort. exactement. On ne peut pas évoluer dans une société individualiste. Mm. On est tous liés les uns aux autres. Si on veut qu'un pays fonctionne normalement, on doit être liés, on doit faire preuve d'empathie, on doit être tolérant, on doit avoir le sens de la communication, du partage. J'ai un mot dans ma tête, mais qui arrive pas, j'arrive pas à le retrouver. Voilà, solidarité. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est ce sens-là Mhm. que représente pour moi Ubuntu. C'est Mhm. pas quelque chose d'anodin. Alors, petit exemple. Lorsque j'assiste à des séminaires ou des conférences et qu'il y a des Sud-Africains, notamment ceux qui travaillent sur la question des droits de l'homme, régulièrement, le terme Ubuntu est utilisé. Et c'est quelque chose qui est utilisé, mais de manière naturelle. Il n'y a rien, c'est comme si, en fait, ils respiraient Ubuntu. Voilà. Mhm. Et les termes que j'utilise pour l'Afrique du Sud, je pourrais les utiliser également pour la France ou pour d'autres pays. Et je pense que c'est ce que le révérend Desmond Tutu a voulu nous instiller, il a voulu nous influencer avec ce terme. Et je crois que, par exemple, la Commission nationale des... pardon, la Commission Vérité et Réconciliation, c'est à ce moment-là où on a vu, où on a compris le terme d'Ubuntu. La mise en Alors, pratique. voilà, On va en je parler. remets les choses. D'accord. On va en parler de sa mission de réconciliation parce que c'est vrai que
La commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud est connue mondialement et c'est vraiment un modèle qui a évité la guerre civile en Afrique du Sud. Cette notion de pardon était centrale dans cette commission et c'est Nelson Mandela qui avait demandé donc à Desmond Tutu de se charger de cette commission-là. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il l'a choisi lui? Quel était le lien entre ces deux hommes et quel était le principe de cette commission vérité et réconciliation? Alors, bon, comme on le sait, Desmond Tutu, plus jeune que Nelson Mandela, parce que Nelson Mandela a été né en 1918, donc pas du tout la même génération, en prison à un moment donné de sa vie, alors que Desmond Tutu est libre. Alors, il ne faut pas oublier qu'au milieu des années 80, on demandait la libération de Nelson Mandela, donc on va considérer que Desmond Tutu a participé aussi à cet appel auprès de Winnie Mandela et ses filles. Selon moi, il était évident qu'on demande à Desmond Tutu d'être le président de la commission Vérité et Réconciliation. Je ne vois pas qui, en tant qu'icône religieuse, mais il y en a d'autres, mais lui, la symbolique, c'est normal qu'il ait été à la tête de cette commission. De par son empathie et sans doute parce qu'il n'avait pas de lien direct avec le Congrès national africain, l'ANC. J'aurais une autre figure, mais cette figure était membre de l'ANC, parce qu'au sein de l'ANC, il y a des religieux également. Mais là, on va dire que c'est une commission indépendante, donc on a un besoin, à cette époque, on a besoin de quelqu'un qui est au-dessus de la politique et qui a une stature morale et une stature religieuse et philosophique. Et selon moi, c'est l'une des raisons pour laquelle, Nelson Mandela a choisi Desmond Tutu. Et lorsqu'on regarde, il y a eu des reportages sur cette commission, il y a eu des articles. J'avoue que regarder les reportages, parce que c'était filmé, et voir la réaction de Desmond Tutu ne pouvait nous amener qu'à comprendre ce qu'est cette philosophie d'Ubuntu. Et ce n'est pas seulement le partage, c'est aussi cette capacité à pardonner. Et je crois que c'est le plus difficile dans cette philosophie d'Ubuntu, le pardon. Cette commission Vérité et Réconciliation, finalement, amenait les victimes et les familles de victimes à demander des comptes, à témoigner sur leur vécu durant l'apartheid. Quand je dis demander des comptes, je pense en particulier à une maman dont le fils a disparu et elle a demandé au bourreau où est passé mon fils. Parce que quand il y avait des disparitions, soit on les brûlait ou on les enterrait quelque part, on peut imaginer la douleur d'une maman de ne pas savoir où est passé son fils. Et il y a une personne, le deuxième président sud-africain, Thabo Mbeki, qui a perdu son fils dans les mêmes circonstances. Et à chaque fois qu'il y avait des témoignages où les gens pleuraient, criaient, il y avait de la douleur, en observant Desmond Tutu, on pouvait réaliser sa capacité à être dans l'empathie, et une empathie qui finalement, une émotion qui le submergeait. C'est ça aussi être Ubuntu. Voilà, c'est contre l'esprit de vengeance, en fait. Voilà, absorber la tristesse de l'autre. Et parallèlement à ça, il y avait les bourreaux, ceux qui ont participé au régime d'apartheid, qu'ils soient noirs ou blancs, parce qu'on a toujours l'impression qu'il n'y avait que des blancs, mais en fait, certains noirs ont participé aussi, ont avoué. Et là, on est dans un contexte de résolution, voilà, de stratégie de résolution de conflits. Ces personnes cherchant l'amnistie, finalement,
donnaient des réponses quand elles étaient honnêtes et demandaient pardon. Et dans un pays comme l'Afrique du Sud, demander à la majorité de la population sud-africaine qui a été soumise au régime d'apartheid de pardonner, il n'y avait que Desmond Tutu qui pouvait demander ce genre de choses. Et c'est quelque chose de pas très facile. Mais lui, il avait suffisamment de hauteur pour se permettre de demander à ce que le peuple sud-africain se réconcilie et se pardonne. Alors, puis ce qui a été assez incroyable aussi, c'est que c'était très libre. Personne n'a été forcé à avouer quoi que ce soit ou à demander pardon d'ailleurs. Ils ont laissé libre même les bourreaux de se saisir de ce dispositif ou non. Il le fallait. C'est là où on voit l'importance de la parole, mais pas seulement la parole des victimes, la parole aussi des bourreaux. Les bourreaux ont besoin de s'exprimer, que ce soit éthique ou pas, ou qu'on n'arrive pas à comprendre, parce qu'il est plus facile de finalement se mettre à la place des victimes que de se mettre à la place des bourreaux. Mais pour pouvoir comprendre un système, pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé, il faut entendre la parole des bourreaux. C'est ça aussi, être Ubuntu. Oui, être à l'écoute et sans jugement. Voilà. Et on sent vraiment aussi dans cette spiritualité de Desmond Tutu, cette place de aimer vos ennemis. Il a eu aussi un regard très bienveillant, en fait, aussi, quand il me semble qu'il était allé au Rwanda aussi après le génocide, et qu'il se disait comment trouver la bonté dans l'homme face à tant de mal. C'était ça sa question, en fait. Comment arriver à trouver la bonté dans l'homme. Exactement. Après le chaos, après les tortures, après le mal, comment faire pour pardonner? Mais ça ne veut pas dire oublier, hein. Oui, ça c'est pas oublier pour éviter que ça se reproduise. Mais on doit être capable de laisser aller, de lâcher prise, de pardonner. Et c'est là où je disais au début, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Oui, qui est contre nature presque. Bien sûr, bien sûr. Et on avait une question parce que ce programme est aussi dirigé envers les jeunes. On aimerait les inspirer à travers tous ces parcours extraordinaires d'engagement auprès de la paix. Marianne Séverin, est-ce que pourriez nous dire comment cette figure de Desmond Tutu pourrait inspirer les jeunes en Afrique et dans le monde aujourd'hui et en France aussi, puisque on parle justement de se vivre ensemble, de cet Ubuntu, de l'amour de l'autre et de l'amour des ennemis. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes aujourd'hui? Alors, première chose, cultiver la tolérance, parce que il y a quelque chose qui me choque. Alors, je vais finir par me sentir très vieille en déroulant mon raisonnement. C'est cette montée de l'intolérance. Alors, on montre très souvent les jeunes, mais je crois que nous, les aînés, on n'est pas mieux. Avant de demander aux jeunes d'être tolérants, il faudrait se demander pourquoi ils le sont. Ils ne sont pas tolérants et surtout, si ce n'est pas une remise en cause des adultes et de la société dans son ensemble qu'on doit remettre en cause. C'est ça. Donc, la tolérance. Mais quand je parle de tolérance, c'est pour tout, enfin, jusqu'à un certain point. Comme je disais, on doit être tolérant et voir au-delà de la couleur de peau, de la religion, puisqu'en ce moment, on appuie bien fortement sur une certaine religion. On doit être tolérant sur les personnes qui ont une sexualité différente. On doit voir l'autre comme on aimerait être vu et surtout être traité. Je n'arrive pas à comprendre je n'arrive pas à comprendre le raisonnement de certains jeunes. Lorsqu'ils sont victimes eux-mêmes de discrimination, harcèlement, par exemple, quand on parle des réseaux sociaux, ils se sentent très victimes. Parfois, ils reproduisent exactement les mêmes choses, mais sans penser à ce qu'eux-mêmes ont pu ressentir et ont pu vivre. Comment peut-on crier partout, dire « je suis une victime, j'ai été harcelée, j'ai été insultée » quand dans sa vie quotidienne,
à la maison, à l'école, et pour les plus vieux, sur son lieu de travail, on s'amuse à discriminer l'autre. Il faut dire aux jeunes qu'il faut être en accord avec ce qu'on dit, avec ce qu'on pense. Ce n'est pas parce que j'ai été discriminée que je vais m'amuser à discriminer l'autre. C'est parce que j'ai été discriminée que je dois ne pas discriminer l'autre, que je dois avoir un regard bienveillant. Le regard bienveillant, ce n'est pas que dans la famille, c'est dans la société, dans son entier. À l'école, au collège, au lycée, à la fac, sur son lieu de travail. C'est ça Ubuntu, c'est ce que finalement nous aura appris le révérend Desmond Tutu, que ce soit en Europe et notamment dans notre pays en France, que ce soit en Afrique. Et j'insiste bien sur le continent africain parce que dans certains pays du continent africain, on constate une montée de l'ethnicisme. Et j'ai l'occasion très souvent de voir des choses sur les réseaux sociaux. Alors, je ne vais pas stigmatiser un pays en particulier, mais où il y a un tribalisme qui s'exprime ouvertement sur les réseaux sociaux. Et systématiquement, il faut leur rappeler le Rwanda. En leur disant, mais le Rwanda, ça s'est passé à une certaine époque et ça peut recommencer. Et ça recommence. Pour des raisons religieuses, pour des raisons économiques. C'est encore en cours. Et ce sont des jeunes et des moins jeunes qui n'ont pas ce réflexe de se dire ailleurs, il s'est passé telle chose. Je ne dois pas discriminer mon voisin parce qu'il n'est pas de la même ethnie que moi. On est ensemble. Et puis être veilleurs ensemble. Même si je ne suis pas de la même ethnie, voilà, exactement. Parce que quand on discrimine l'autre, il y a le retour de bâton. Quand on commence à dire, je donne un exemple très simple et qui est général. Quand on est raciste, on est misogyne, on est homophobe, etc., etc. Et je le dis très souvent, et je le dis ouvertement, quand je lis ou j'entends certaines personnes de ma couleur de peau tenir des propos homophobes, misogynes ou anti-blancs, je leur dis, ce qui m'amuse, avec beaucoup de sarcasme, vous n'êtes pas content quand on vous discrimine, mais par contre, vous ne vous gênez pas pour discriminer l'autre. Réfléchissez, soyez Ubuntu. Oui, et puis il y a ce sens du collectif dans l'Ubuntu qui est très intéressant pour nous, société française aujourd'hui, hein, surtout avec l'approche de la campagne présidentielle. Cet appel aussi à poser des actes de courage pour être tolérant, pour rester dans cette unicité, rechercher l'unicité, mais dans la diversité, sans être forcément homogène, mais avoir ce courage aussi d'aimer ceux qu'on ne comprend pas, d'aller vers eux, etc. Ça, c'est effectivement très fort chez Desmond Tutu aussi. Exactement. Et dans comment dirais-je, dans le contexte dans lequel nous vivons en France notamment, personnellement, j'ai très peur quand j'entends certains politiques parler, surtout en ce moment, puisque on discrimine l'autre parce que, alors là, je reprends ma casquette de politologue, on discrimine l'autre, on tient un discours populiste, raciste, islamophobe et autres, parce qu'on veut gagner les élections. On divise la société, mais sans se dire qu'est-ce qui va se passer après ces élections, que je sois élu ou pas. Parce que ça laisse des stigmates dans la société française. Et on la voit de plus en plus divisée. Et finalement, la majorité des personnes, parce que j'ose croire quand même qu'on vit dans un pays où la majorité des personnes aspirent à vivre ensemble, on va se retrouver avec une majorité silencieuse et on va surtout entendre des personnes qui discriminent, qui partagent des fausses informations, qui ne comprennent pas le sens de la collectivité. Et dans ce contexte, notamment alors, je me permets d'aborder le sujet, mais dans ce contexte de pandémie, ça se voit encore plus. Oui, tout à fait. On doit vraiment être veilleur. Et on tient des propos
on vit en dictature. Enfin, moi, je suis désolée, mais on circule comme on veut. Simplement, on doit respecter la santé de l'autre. Ça, c'est Ubuntu. Ça, c'est les droits de l'homme. Le droit à la santé, ça fait partie des droits de l'homme, de Ubuntu. Donc, quand on est individualiste, malheureusement, il y a des conséquences sur son voisin. Et les gens, par individualisme, ne comprennent pas, ou plutôt ne veulent pas comprendre, parce que c'est leur vie. Celle des autres, finalement, on s'en moque. C'est pas ça la vie, c'est pas ça être humain. C'est vrai que Desmond Tutu parle beaucoup des conséquences des actes, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans son livre, notamment Dieu fait un rêve, c'est justement que les actes bons ont aussi beaucoup de conséquences. Et il dit toujours qu'on se concentre beaucoup sur les actes cruels, et bien sûr parce que ça nous choque émotionnellement et tout ça, mais il dit que pour un acte cruel, il y a peut-être 10 actes bons qui ont aussi des conséquences, qui ont leurs propres fruits. Et je trouve que c'était une belle parole d'espérance. Donc, on vous a mis quelques petites lectures si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de cette figure de paix. Et Marianne Séverin, juste un dernier mot aussi sur votre dernière publication. Vous disiez, vous travaillez sur le thème de la corruption en Afrique. Vous êtes spécialisée sur le contexte sud-africain. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en quelques mots avant qu'on se quitte? Alors, je travaille sur la corruption et également ce qu'on appelle les flux financiers illicites à partir de l'Afrique et notamment en Afrique du Sud. Pour résumer, l'argent qui part d'Afrique du Sud pour aller à Dubaï. Voilà, illégalement. Donc, c'est tout ce qui touche au blanchiment d'argent. Donc, je me suis, mais sans faire exprès, spécialisée sur ces questions-là. Et l'Afrique du Sud est dans la tourmente de cette corruption, de ce qu'on appelle le step capture, donc qui englobe la corruption et les flux financiers illicites. Et pour ramener notre sujet à Desmond Tutu, il a dénoncé. Il a dénoncé à plusieurs reprises, jusqu'à sa mort, la corruption en Afrique du Sud, en disant que les conséquences de cette corruption en Afrique du Sud, c'est sur les personnes vulnérables. Les femmes, les enfants, les personnes en situation de handicap, parce que finalement, l'argent qui est détourné par les corrompus, l'argent qui est envoyé à l'étranger ne profite pas aux plus vulnérables. Et dans cette période de pandémie, on a vu ne pas être capable d'acheter des médicaments, ne pas être capable d'acheter, comment dirais-je, des vaccins, ne pas être capable d'avoir des hôpitaux dignes de ce nom parce que l'argent a été détourné, c'est pas du tout Ubuntu. Ubuntu, ça doit s'appliquer dans la gouvernance et dans la bonne gouvernance. Ça doit s'appliquer à la lutte contre la corruption. Donc, c'est pas par hasard si j'ai écrit cet article. Travaillant sur les droits de l'homme, je ne pouvais qu'écrire cet article et je continue à faire mes recherches sur ces questions de corruption et de lutte contre la corruption et les flux financiers illicites. Et ce n'est pas que pour l'Afrique du Sud. Cette lutte-là, ça concerne l'Afrique du Sud, le continent africain, ça concerne le monde entier. Parce que quand on parle de flux financiers illicites, j'ai bien dit, ça part d'Afrique du Sud, pour mon cas d'étude, et ça va à l'étranger, notamment à Dubaï. Donc, ça profite à un pays au détriment d'un autre. Et cet argent-là ne reviendra jamais en Afrique du Sud, sauf miracle, mais bon, je ne crois plus au Père Noël. Voilà, ça enrichit certains et ça appauvrit un pays qui avait déjà des difficultés et qui se retrouve encore plus en difficulté parce que l'argent est parti s'évaporer. Et malheureusement, c'est que pendant cette période de pandémie, naïvement, donc je vais arrêter d'être naïve, naïvement, j'ai cru que quand même, au sein du gouvernement, certains auraient essayé de ne pas détourner des fonds alloués pour la lutte contre le Covid. Malheureusement, il y a encore des scandales de corruption en pleine pandémie. Voilà. Donc la lutte continue. Et je suis sûre que Desmond Tutu serait tout à fait en accord avec
ce combat déjà difficile de trouver des données, de les rendre publiques et d'avoir le courage de faire ça aussi. Donc, merci beaucoup pour tout votre travail. Je vous laisse avec cette Merci. belle photo d'Emoun Toutou qui reçoit le prix Nobel. Et on espère voilà, que cet esprit Ubuntu pourra aussi se voir, se répandre en France aussi, surtout en ce temps de campagne présidentielle difficile. Et Je vous moi aussi, remercie, j'espère. Marianne Séverin, et à bientôt. Merci. À À bientôt dans le bientôt. cadre. Au Au revoir. revoir.